Bienvenue donc, chers auditeurs, chers amis, à notre émission Jacques Roger Show. Aujourd'hui, nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, en exclusivité, le docteur Faya Milmono, président du Bloc libéral, figure donc d'opposition donc guinéenne et acteur majeur donc du débat, j'allais dire, politique actuel. 4 années après donc le coup d'État qui a mis donc fin au régime d'Alpha Condé, hein, des espoirs de rupture démocratique sont-ils toujours vivants? Où en est-on avec la transition donc militaire? Quelle réussite, quel échec et surtout quel défi avant donc les prochaines élections présidentielles législatives? Là, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le référendum. Alors, je ne sais pas si notre invité est déjà en ligne. Nous allons aller côté de Conakry. Docteur Faya, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, je vous entends, Jacques. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, nous vous entendons très bien hein, du côté donc, de Conakry. Docteur Faya, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté donc, notre interview. Avant de commencer, comment vous vous portez? Est-ce que vous êtes en sécurité? Ben, je me porte plus ou moins bien, Jacques. Je suis toujours à Conakry. C'est vrai que mes déplacements sont très limités parce que je sors pour aller au bureau, donc au siège du parti, où en plus de ce que je fais dans le cadre du parti, je m'occupe d'autres activités ben, qui me permettent de vivre. Après là, je me retourne chez moi. Donc, tous les jours, je sors à 8 heures pour rentrer à 19 heures. Donc, la nuit ne me trouve pas dehors. Surtout que à la maison, j'ai les jeunes du parti qui se sont constitués en bouclier, passer la nuit à mes côtés de 19 heures jusqu'à 7 heures du matin. Alors, Voilà, c'est un peu mon quotidien. quand vous dites concrètement que vos sorties sont limitées, est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Est-ce que la réponse est un peu évidente? C'est bien ça? Oui, la réponse est un peu évidente. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une lettre ouverte au président Mamadi Doumbouya, compte tenu de toutes les manœuvres d'intimidation qui se faisaient autour de moi, des agents qui roulaient autour de ma maison. Donc, j'ai fait une lettre ouverte à Mamadi Doumbouya. Je crois que vous en aviez eu copie. Alors, depuis, j'ai eu du côté du parti des jeunes qui se sont engagés à être à mes côtés. C'est vrai que ça ne sécurise pas, ça ne sécurise pas à 100% parce que si quelqu'un qui est entré chez moi, ce n'est quand même pas un bunker. Alors, mais le fait d'avoir les jeunes du parti être à mes côtés, c'est plus ou moins rassurant et c'est surtout encourageant. C'est toujours encourageant. Et vous êtes, on n'a pas du tout retiré votre agrément. Vous êtes à jour, si je comprends bien. Hein? Non, non, on n'a pas retiré l'agrément au Bloc libéral. Nous avons fourni tous les éléments que le ministère de l'administration du territoire avait demandé. Donc, nous avons obtenu un certificat d'autorisation de poursuivre les activités du Bloc libéral. Alors, merci beaucoup, docteur Faya Milmodo. Nous allons aller donc très rapidement, docteur Faya. Parlons donc du bilan donc, des 4 années donc, de transition donc, militaire. Hein. Docteur Faya, 4 années après donc, la chute donc, du président Alpha Condé, hein, que reste-t-il encore de l'espoir suscité hein, en septembre 2021? Pas grand-chose, Jacques. Le réveil a été très brutal. La chute est douloureuse parce que on le sait tous, hein, avant l'arrivée du CNRD, la situation dans laquelle se trouvait le pays, Alpha Condé ayant forcé, n'est-ce pas, pour avoir un troisième mandat, comme nous l'avions prévu d'ailleurs en 2019, quand le Bloc libéral avait fait le sitting
devant le palais du peuple pour dire aux députés à l'époque dont le mandat était expiré, nous leur avons dit que si eux ils glissaient, lui aussi il allait glisser, mais c'est le peuple qui allait tomber. En fait, cette prophétie est complètement réalisée aujourd'hui parce que le peuple de Guinée est par terre. Alors, nous avions une situation des plus tendues, des plus difficiles. Les leaders politiques ne pouvaient pas sortir du pays, ne pouvaient pas avoir accès, n'est-ce pas, à leur siège. Il y avait beaucoup de militants, beaucoup de responsables politiques qui étaient en prison, les frontières étaient fermées, il n'y avait pas de perspective de dialogue. C'est un peu la situation dans laquelle la Guinée se trouvait lorsque le CNRD est arrivé, n'est-ce pas, un 5 septembre matin, n'est-ce pas, un dimanche. Ça a été un peu un grand exploit. Les déclarations qui ont été faites étaient très, très bien cadrées, hein, parce qu'il fallait séduire le peuple. On a vu presque tous les acteurs politiques recevoir à bras ouverts, avec assez de jubilation d'ailleurs, l'arrivée du CNRD. On nous a promis une justice boussole, on nous a promis lors de la visite au cimetière des martyrs de Bambeto que personne en République de Guinée ne meurt désormais dans l'exercice de ses droits et libertés, et qu'on évite désormais les erreurs du passé et que nous fassions la refondation, qu'on écrive une constitution qui nous ressemble pour nous rassembler, etc., etc. Il y avait tout cela. Et il y avait aussi la volonté de faire le RAVEC, c'est-à-dire le recensement administratif à vocation d'état civil. Pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée, en fait, il n'y a pas d'état civil en Guinée. Chacun de nous ici est né vers, hein, vers une date. C'est des âges avoués. Ça me rappelle un peu quand je suivais la Coupe du Monde, quand on parlait de Roger Mila. Hein, on dit c'est un âge avoué. Donc, ils nous ont promis qu'ils allaient faire le RAVEC, le recensement général de la population de l'habitat. Nous avions cru. Il faut dire que 90% des Guinéens avaient cru. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte qu'il y avait derrière, n'est-ce pas, quelque chose de bien ficelé, et ça s'est dévoilé. Ça s'est dévoilé d'abord à travers, n'est-ce pas, cette constitution. Personnellement, j'avais très bien suivi l'évolution de la rédaction de cette constitution. Si vous comparez aujourd'hui deux copies de ce projet de constitution, l'avant-projet et le projet, vous comprendrez que l'avant-projet était encore plus progressiste que le projet lui-même, parce qu'il y a eu tellement d'aménagements. On a compris qu'on était en train d'écrire une constitution qui ressemble à quelqu'un, pas au peuple de Guinée. Parce que pour nous autres, le peuple de Guinée, s'il fallait que ça nous ressemble, il fallait d'abord tenir compte du fait que le peuple de Guinée est caractérisé par cette diversité. Elle est régionale, hein, elle est ethnique, elle est confessionnelle, etc., etc. Dans une telle situation, on ne peut pas écrire une constitution qui met tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne au moment où, sur l'échiquier politique guinéen, beaucoup de ceux qui nous ont dirigés ne se sont véritablement pas affranchis de l'ethnicité. Et si on devait prendre en compte une autre caractéristique, n'est-ce pas, des Guinéens, c'est que nous sommes un pays, n'est-ce pas, dont la moitié, plus de la moitié des membres, n'est-ce pas, vivent sous le seuil de pauvreté. Plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. Hein? Nous sommes 199e sur 193 pays dans l'indice du développement humain. Nous n'avons que 47% des Guinéens dans les centres urbains qui ont accès à l'électricité, et dans les milieux ruraux, c'est 24% des Guinéens qui ont accès à l'électricité. L'eau potable, les statistiques nous parlent de 60% de Guinéens qui auraient accès à l'eau potable.
Mais l'eau qui sort de nos robinets à Conakry, Jacques, si vous regardez ça, vous n'avez même pas, vous avez même peur de mettre ça sur votre peau. À plus forte raison, la boire. C'est aussi ce peuple, n'est-ce pas, qui est sous le poids des dettes, sous le poids des dettes. Parce que la dette publique dans notre pays était aux environs de 74% du PIB lorsque nous atteignions le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2012. Alors, cela a permis une réduction de de, de la dette publique à 19% du PIB. Alors, en moins de 15 ans, aujourd'hui, la dette publique encore de notre pays environne les 50% du PIB. Vous voyez un peu la rapidité avec laquelle on est en train d'endetter le pays. Pour faire quoi? Mais absolument rien. Absolument rien. Si ce n'est pas peut-être pour meubler les comptes qui sont à l'étranger, etc., etc. Cette constitution, comme vous le comprenez, ce n'est pas une constitution qui ressemble aux Guinéens, au regard des caractéristiques du Guinéen que je viens de décrire. Alors, pour nous, en lisant ce projet-là, nous avons découvert premièrement que le grand danger qu'on a toujours critiqué, vous vous rappelez quand j'étais encore à Washington, en 2008, quand le CNDD est arrivé, l'une des critiques qu'on avait formulées à l'égard de la Constitution qui existait en ce moment, c'était que les pouvoirs sont trop concentrés dans les mains d'une seule personne en Guinée. Il fallait démanteler ça. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, n'est-ce pas, pour la rédaction de la Constitution de 2010. Mais aujourd'hui, les pouvoirs conférés au président de la République n'ont rien de différent des pouvoirs d'un monarque absolu. Et ça, c'est très, très dangereux. Le fait que les leaders guinéens, les dirigeants guinéens concentrent tous les pouvoirs dans leurs mains, ça a coûté énormément au peuple de Guinée. On se rappelle encore au lendemain de l'indépendance. Il était question, au lendemain de l'indépendance de notre pays, que le président de la République ne continue pas à cumuler la fonction de président du parti. Il y a des Guinéens qui ont perdu de leur vie, hein, qui ont perdu de leur sang pour permettre, n'est-ce pas, que déjà dans les années 60, cette concentration de tous les pouvoirs dans les mains du premier président avait coûté très cher à la Guinée. Alors, c'est la même chose qu'on a reproduit avec, Lansana Conté, et puis aujourd'hui, c'est pire. Nous avons dénoncé ça parce qu'on en a été victime par le passé. On a été victime par le passé. Et nous, quand nous participions au débat d'orientation constitutionnelle, on avait beaucoup insisté sur le fait que les pouvoirs au niveau du centre devaient être diminués au profit de la périphérie. Ce qui nous permettrait, à travers, n'est-ce pas, les règles du jeu constitutionnel, d'avoir une décentralisation véritable qui permettrait aux communautés de s'épanouir à la base, ne pas être écrasées par le pouvoir central. Mais ce n'est pas ce que nous avons dans cette constitution. Vous voyez un peu, Jacques, le dernier changement au niveau du gouvernement. On a scindé, n'est-ce pas, plusieurs départements ministériels, on les a divisés en deux. C'est le sport, la jeunesse. Aujourd'hui, ce sont deux départements. Lorsque vous voyez le commerce, l'industrie, petite et moyenne entreprise, c'est aujourd'hui deux départements. Lorsque vous voyez le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est aujourd'hui deux départements. Alors, cette multiplication de départements nous amène à une grosse bureaucratie que ce peuple qui croupit sous le poids de la pauvreté doit payer, parce que dans un contrat social, c'est le peuple qui paye la note pour que toutes ces institutions pléthoriques qu'on est en train de créer, n'est-ce pas, pour que ces institutions-là soient financées. Tenez-vous bien, Jacques, lorsque le CNRD est arrivé, c'est le CNRD même qui a dénoncé le fait que la location de l'immeuble qui abritait deux institutions, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes, ça coûtait aux contribuables guinéens
1 milliard de francs guinéens par mois. 1 milliard de francs guinéens. La CENI, la Commission nationale indépendante, c'était 600 millions. 600 millions par mois. Donc, c'est ce qui a amené le CNRD à dissoudre momentanément ces institutions-là. Nous avions pensé que dans la rédaction de cette constitution, on aurait tenu compte de tout cela pour ne retenir que l'essentiel des institutions qui devaient permettre à notre État de fonctionner correctement. On se rappelle, au temps de Lansana Conté, il y avait une Cour suprême à l'intérieur de laquelle on avait des chambres. Aujourd'hui, toutes les chambres de la Cour suprême sont des institutions indépendantes, budgétivores. Nous avons trouvé que cela est dangereux. Regardez un peu des institutions que le peuple de Guinée est obligé de financer aujourd'hui. La HAC. Aujourd'hui, la HAC a un marteau sur tous les organes de presse. Vous donnez la parole à Faya Midimouno, vous n'allez même pas être convoqué pour qu'on vous signifie la raison, on va suspendre votre média. Eh bien, il y a Guinée 360 qui est passé par là. Je crois qu'une négociation a permis la levée de la sanction. Eh bien, c'est Guinée Matin qui doit être actuellement doit être en train d'être cuisiné pour ne plus jamais se tromper de donner la parole, n'est-ce pas, au leader du bloc libéral pour ne pas subir le gourou. Hein? Voici des institutions qu'on est en train de financer avec une bureaucratie énorme. Je dis au peuple de Guinée, il faut faire très, très attention. Ce n'est pas pour rien que quand on a passé en revue tout cela, nous n'avons pas eu le choix que de dire au peuple de Guinée que, comme en 1958, quand le général de Gaulle avait proposé une constitution aux colonies, on l'a rejetée, que cette fois encore, cette constitution soit rejetée. C'est une constitution qui est un véritable danger pour les droits et libertés, qui est un véritable danger pour les ressources publiques, qui est un véritable danger, n'est-ce pas, pour la démocratie, l'état de droit. Donc, voilà un peu ce que nous pensons de ce bilan-là. Il y a eu quelques réalisations de routes, hein, sur lesquelles, d'ailleurs, réalisation, on met beaucoup l'accent. Mais il faut être à Conakry aujourd'hui, Jacques, pour se rendre compte. Les marchés ont été donnés de gré à gré. C'est une affaire de cousins, de frères. Alors, le travail est très mal fait en pareille circonstance. C'est-à-dire que les sociétés qui ont bénéficié des marchés publics ne sont pas nécessairement les meilleures dans le domaine. C'est en Guinée où quelqu'un peut avoir un marché public qui vaut des milliards de francs guinéens. La personne n'a même pas une pelle, même pas une brouette. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de routes qui sont devenues déjà de la boue en moins de 5 ans. Alors, c'est pour cette raison que nous considérons que le bilan du CNRD, si on devait noter sur 10, peut-être, si on est clément, on peut donner 4 sur 10. Merci, Dr. Faya Milmono. Vous avez donc dénoncé, disons, un test qui renforcerait donc exclusivement, j'allais dire, le pouvoir donc présidentiel et restreindrait, j'allais dire, les libertés donc individuelles, Dr. Faya Milmono. Pouvez-vous expliquer, disons, les dérives institutionnelles que vous avez donc relevées? Les dérives institutionnelles, comme on vient de vous le dire, actuellement, nous avons tellement d'institutions que parfois on se demande même quel est le rôle. Il y a tellement de dédoublement, tellement de chevauchement, et la conséquence, c'est que c'est le peuple qui est obligé par les contributions, n'est-ce pas, de payer cette bureaucratie qui ne fait que se ramifier. Qui ne fait que se ramifier. Nous avons pensé que ceci est dangereux. D'abord pour les Guinéens eux-mêmes, parce que ce qui fait que nous sommes en train de brader aujourd'hui nos ressources naturelles. Regardez la bauxite. Il y a des centaines de millions de tonnes de bauxite qui sortent de la Guinée tous les ans.
c'est un bradage. Voyez encore les ressources de fer sur Simandou, sur Nimba, qu'on est en train de vouloir exploiter, n'est-ce pas, avec aucune perspective d'industrialisation, aucune perspective de transformation sur place. On en a besoin parce qu'il faut nourrir une administration, n'est-ce pas, qui est incompétente, parce que, retenez, Jacques, c'est l'inspection générale d'État, l'inspection générale d'État qui a fait un rapport dans lequel il apparaît clairement qu'un échantillon de 1000 fonctionnaires haut perchés de l'État a prouvé que 340 n'avaient pas de diplôme vérifiable, n'avaient aucun diplôme vérifiable. C'est-à-dire sur 1000 fonctionnaires, n'est-ce pas, au sommet de l'État, 340 n'avaient pas de diplôme. Autrement dit, beaucoup de ceux qui sont en train de gérer la haute administration publique de notre pays aujourd'hui, c'est des gens qui se sont assis devant l'ordinateur et ils ont manufacturé leur propre diplôme. Alors, dans un tel pays, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer des choses au niveau éducatif? On fait semblant de serrer, n'est-ce pas, les examens d'entrée en septième, le brevet, le baccalauréat. Mais on ne se trompe pas. Lorsque quelqu'un peut accéder à un poste de directeur national, lorsque quelqu'un peut accéder à un poste de secrétaire général, alors qu'il s'est fabriqué lui-même le diplôme, eh bien, vous pouvez comprendre que ça ne donne aucune motivation à quelqu'un de prendre au sérieux les études. Voilà la situation dans laquelle le pays est en train de plonger. C'est pourquoi nous disons aux Guinéens, faisons attention. Faisons attention. Alors, vous avez parlé donc de coup d'État constitutionnel en téléchargement, je pense. Que voulez-vous dire par là, Dr. Faya? Je vais dire par là qu'on nous propose une constitution. Aujourd'hui, très honnêtement, si on met de côté toutes les intimidations dont nous sommes victimes, nos militants sont convoqués. Je vous donne l'exemple d'un de mes fédéraux de Guékédou. Parce qu'il fait la campagne pour le non, il est convoqué par le préfet. Et il arrive au bureau du préfet. La première remarque que le préfet fait, c'est de dire qu'il ne devait pas arriver dans mon bureau libre. C'est-à-dire qu'il devait être menotté. Et quel est le crime qu'il a commis? C'est le fait d'avoir fait la campagne pour le non. Vous avez suivi le préfet de Zéro-Corée qui dit que là-bas, il ne faut pas s'attendre à une seule voix de non. C'est-à-dire que tout le monde, ce sera à 100%. Et quand ils le disent, ils le font. On se rappelle, j'étais encore en début de carrière en 90, la constitution que le général Lassana Conté avait présentée aux Guinéens. À Kissidougou, les gens quittaient les sous-préfectures pour venir avec les résultats au centre. En route, ils apprennent sur la radio nationale qu'à Kissidougou, c'était 98%. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin de continuer parce que les résultats que nous avons sous la main, comme par magie, on les connaît déjà. On les a déjà compilés et on a centralisé. Donc, rebroussons chemin. C'est comme ça que les choses se font. Ce pays-là n'avance pas parce qu'on n'a jamais rien fait au sérieux. C'est toujours de la démagogie, des gens scellés qui sont autour de ces fameux dirigeants. C'est comme ça que la Guinée a toujours fonctionné, dans le folklore, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le danger, en fait. C'est pourquoi nous disons aux Guinéens, faites très attention. Parce qu'après tout, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Si nous comptons aujourd'hui, parmi les pays demandeurs d'asile en Europe, ce n'est pas un hasard. C'est compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons ici. Compte tenu, n'est-ce pas, de l'enfer qu'on est en train de créer sur ces 245 857 km² de notre pays. Alors, cela m'amène à vous poser donc la question. Quelle est réellement donc la position officielle du bloc libéral sur le référendum prévu donc le 21 septembre? Appel au boycott, j'allais dire au vote négatif
ou donc à une stratégie, j'allais dire. En fait, lorsque nous avons, la première chose, c'est qui nous a conduit à faire, à donner des consignes de vote, c'est quand nous nous sommes concentrés sur le projet lui-même. Hein. On l'a étudié de façon rigoureuse. On l'a comparé, n'est-ce pas, à l'avant-projet. On l'a comparé à tout ce qu'on avait mis sur la table. On n'attendait pas que tout ce que le Bloc libéral allait proposer aurait été pris en compte. Nous sommes quand même près de 14 millions d'âmes en Guinée. Mais lorsque 150 partis politiques se sont retrouvés à Kindia, c'était à l'occasion d'un atelier sur l'avant-projet de constitution. Et les 150 partis ont constaté que on ne peut pas accepter la rupture constitutionnelle entre la charte et le projet de nouvelle constitution. Autrement dit, ce qu'on peut considérer comme des intangibilités dans la charte, c'est lorsque des articles de la charte disent que Mamadi Doumbouya et les membres de son CNRD et les membres du gouvernement, les membres du CNT ne seraient candidats à aucune élection. Alors, on gomme ça, ce qui s'apparente, n'est-ce pas, à un coup d'État constitutionnel, à l'image de ce que Alpha Condé avait fait. Alors, lorsque nous voyons que la recommandation des 150 partis politiques a été également ignorée, je me suis dit que ces gens-là se sont assis, ils avaient déjà un texte, ils ont créé un grand folklore, un mouvement budgétivore à travers le pays, consultation sur consultation des Guinéens sur ceci ou sur cela, comme pour donner l'impression que nous avons une démarche participative, alors qu'ils avaient déjà leur constitution. Les termes de ce projet-là étaient déjà connus. On a regardé, n'est-ce pas, des acteurs et on a écrit une constitution à leur image. Ça ne ressemble à rien au peuple de Guinée. Alors donc, quand nous avons vu cela, on a dit, attention, si les Guinéens votent oui à ce projet-là, eh bien, nous risquons de connaître les plus graves difficultés qu'on n'a jamais connues dans l'histoire de notre pays. Donc, nous avons décidé de recommander à nos militants et au peuple de Guinée en donnant des arguments. Vous nous avez suivis à la Maison de la Presse. Et ça avait beaucoup résonné, n'est-ce pas, aux yeux des Guinéens. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont commencé à se poser la question, ah bon, donc avec tous les dangers que le Bloc libéral signale. Et parce qu'en Guinée, Jacques, on peut dire tout du Bloc libéral, mais les Guinéens de plus en plus ont commencé à croire au BL. Rappelez-vous quand on a dit aux Guinéens, aux députés, si vous glissez, Alpha allait glisser et le peuple allait tomber. Les Guinéens savent ça, que toutes ces prophéties-là du Bloc libéral se sont réalisées. Si donc le BL prend la parole à la Maison de la Presse, pointe du doigt les dangers contenus dans ce projet, ça a commencé, n'est-ce pas, à changer la dynamique. Voilà la lutte qu'on a engagée aujourd'hui. La lutte, c'est de dire, ne donnez plus la parole à ce parti-là, sinon, effectivement, ce qu'on a caché sera connu, et si c'est connu, ce projet-là sera rejeté. Oui, justement, donc, nos consignes, c'est de dire non. Je disais justement, cela m'amène à vous poser la question, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour faire passer votre message, tout en sachant que vous êtes devenu un persona non grata au niveau donc, des médias, et comment vous allez réussir à faire passer votre message? Nous sommes en train, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en train d'étudier une proposition dans le parti pour utiliser, ne serait-ce que les canaux comme les vôtres, pour dire nous avions cru en ces gens-là dès le début, mais notre déception, n'est-ce pas, s'est affirmée comme ça s'est affirmé au niveau de tous les autres acteurs. Et aujourd'hui, lorsque nous avons donné donc des consignes de vote et on nous prive le micro, on menace, on terrorise nos militants à l'intérieur, nous sommes en train de penser faire une déclaration pour arrêter tout. Arrêter tout et ne plus rien dire. Les Guinéens comprendront ce message de silence, n'est-ce pas, qui va s'apparenter à dire
On vous a dit de faire attention, vous êtes des personnes mûres. Eh bien, maintenant on nous empêche de nous expliquer, de vous dire tous les dangers contenus dans ce projet, nous vous disons, nous n'intervenons plus sur ce projet-là. C'est comme si pour nous, ça n'a pas existé. Donc, ce sont des réflexions qui sont en cours actuellement au sein du parti et d'ici la fin de cette semaine, eh bien, nous prendrons des décisions. Mais justement, docteur Fayamin Mono, vous avez une très bonne lecture de la situation au niveau donc, de la Guinée. Hein. D'un côté, l'opposition de l'ancien chef de file de l'opposition, M. Sénou Dalein Diallo et l'UFDG et la NAD appellent au boycott donc, des élections référendaires. Hein. Et de l'autre côté, vous appelez, vous ne boycottez pas, vous appelez vos compatriotes à aller voter. Est-ce que quel est le message réellement que la population doit retenir? Est-ce que le fait que vous ne soyez pas donc unis dans vos décisions, cela ne va pas être une faiblesse pour vous? Écoutez, ça va avoir un impact. Moi, personnellement, j'ai cru que en allant, en recommandant aux populations guinéennes d'aller voter, une majorité se dégagerait en faveur du non. Écoutez, en 58, Jacques, lorsque le colon a organisé, le colon avait tous les leviers du pouvoir en main en 58 quand on organisait le référendum gaulliste. J'ai encore des chiffres. Comme on dénonce aujourd'hui, c'est pas moi les chiffres trop élevés de la Haute-Guinée. À l'époque, la préfecture, qu'on appelait région, qui avait le pourcentage le plus élevé ou le nombre le plus élevé d'inscrits, c'était l'Abbé. L'Abbé était, n'est-ce pas, la préfecture la plus peuplée hein, en termes d'électeurs. C'était 113 000 électeurs à l'époque, en 58. La ville qui venait après, ou la préfecture qui venait après, c'était Zérokoré avec 104 000. Alors, tout ça a été biaisé. Il est clair que les pères fondateurs de la Guinée, qui n'avaient pas Internet que nous avons aujourd'hui, sinon, je ne me serais pas fait entendre par les Guinéens à travers le monde en étant assis dans mon bureau à Conakry et vous, vous êtes à Washington. Ce n'était pas la situation dans laquelle les pères fondateurs de notre pays étaient en 58. Quand ils se sont levés, ils sont passés de village en village pour expliquer à nos compatriotes que ce projet-là n'était pas bon et si nous voulons, n'est-ce pas, nous émanciper, il fallait qu'on dise non. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les années 2025, dans les années 2020. Si aujourd'hui, l'ensemble des acteurs se donnaient les mains pour dire on va recommander d'aller voter non, il est clair que, comme en 58, le peuple de Guinée est un peuple qui est capable de montrer sa maturité. Bon, il y a eu des consignes différentes, ça sera dommageable, et voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela. Mais justement, par rapport à ça, docteur Fayamin Mono, vous avez assisté à plusieurs élections au niveau donc, de la Guinée. Hein? Les Guinéens sont allés voter, on a parlé de bourrage d'une, d'un fichier électoral tronqué et tout ça. Même si vous appelez à manifester, à voter non, que la population se déplace, est-ce que vous ne craignez pas que ceux qui pensent que les dés sont déjà pipés, qu'il ne faut pas du tout participer à ces élections, auront peut-être raison? Écoutez, chacun peut évoquer les raisons, à moins que nous arrivions aujourd'hui, n'est-ce pas, à une conclusion que l'exploit n'est plus permis. Et donc, en ce moment, puisqu'on va considérer que la dévotion du pouvoir ne sera plus par les urnes, eh bien, chacun va commencer à se préparer à mettre la main sur le pouvoir autrement. Et je crois que ça peut être très dommageable pour notre pays. Très dommageable pour le pays. OK. Docteur, vous estimez aussi que la durée du mandat présidentiel à 7 ans est une dérive. Quelle alternative le Bloc libéral propose? Écoutez, nous sommes dans le monde que nous vivons aujourd'hui. L'époque que nous vivons aujourd'hui, c'est une époque qui est caractérisée par, n'est-ce pas, une certaine vitesse hein, des choses. C'est-à-dire que si dans les années 50, pour se déplacer entre Kankan et Kissidougou, ça nous prenait des semaines, aujourd'hui, ben, on peut être même en temps réel
assis à Kankan, l'autre à Kissidougou, et se voir, se parler et prendre de grandes décisions. Alors, dans un tel contexte, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de 7 ans pour développer le projet que vous avez pour le pays. On n'en avait pas besoin. Surtout qu'on était passé par là déjà. Rappelez-vous, avec Lansana Conté, lorsqu'il a changé la Constitution en 2001, il a obtenu un mandat de 7 ans en 2003, qui devait l'amener jusqu'en 2010, ce qui lui aurait donné exactement 26 qui va nous donner le bonheur. C'est pourquoi on est revenu là-dessus. Vous prenez le Sénégal à côté. Le Sénégal a aussi expérimenté, n'est-ce pas, le septennat. Je crois que le premier mandat de Macky Sall, c'était un mandat de 7 ans. Mais depuis, on a compris que ce n'est pas la longueur, ce n'est pas le temps qu'on a mis sur un mandat qui va donner le bonheur nécessairement au peuple. On est passé donc de 7 ans à 5 ans. Puisqu'on calque tout sur la France, même la France, on sait, avait un mandat de 7 ans. Je crois que le dernier président à avoir fait le mandat de 7 ans, c'était, je crois, le président Mitterrand, si je ne me trompe pas. Alors, soudain, on veut nous faire croire que si quelqu'un n'a pas un mandat de 7 ans, il ne pourra rien faire. Non, c'est parce qu'il ne savait rien faire. C'est pourquoi nous dénonçons ça. Dans ces conditions, faut-il aussi limiter donc, le nombre donc, de mandats et instaurer donc, des garde-fous clairs pour éviter, j'allais dire, une nouvelle confiscation donc, du pouvoir? Bien entendu, je crois que là-dessus, les Guinéens, dans leur ensemble, avaient déjà compris cette réalité-là. C'est pourquoi même dans la Constitution de 2010, on avait une limite de mandat. Et il y avait même des intangibilités qui empêchaient tout chef d'État guinéen d'y toucher. Mais il y a eu des constitutionnalistes qui ont conseillé à M. Alpha Condé qu'il pouvait déchouer tout ça plutôt en proposant une autre constitution. Comme ça, on ne dira pas qu'il a touché les intangibilités de la Constitution de 2010. Hier, c'est une nouvelle constitution qui va faire passer le pays d'une république à une autre. Et étant dans une république différente, même si c'est dans la même misère, même si c'est dans une situation où on continuera à manquer d'eau, à manquer d'électricité, mais on va appeler désormais que c'est la troisième ou la quatrième république, ou voire la cinquième république. Alors, de cette façon, on dit, non, je ne suis plus lié au serment que j'ai prêté pour mon premier mandat, pour mon deuxième mandat, en vertu de telle constitution qui consacrait la troisième république. Nous sommes maintenant dans la quatrième république, donc je peux rebelloter. C'est ce que Alpha Condé avait fait. C'est aussi ce que Mamadi Doumbouya et son CNRD sont en train de faire. Donc, il faut, n'est-ce pas, verrouiller la limite de mandat. Qu'au maximum, on est 2. Mais dans la Constitution, le projet de Constitution que nous avons été de ceux qui ont dénoncé le fait que, avant le dépôt de cette copie à Mamadi Doumbouya, il n'y avait pas de limite de mandat dans ce projet-là. Nous avons dénoncé ça jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui a fait que le matin du dépôt de cette copie, les conseillers du CNT se sont retrouvés en catastrophe pour enlever, pour mettre, n'est-ce pas, la limite de mandat. Mais pas avec, n'est-ce pas, des garde-fous suffisamment bien pensés pour empêcher qu'on y touche. Ce qui fait que cette constitution de 2025 est plus fragile en termes de protection, n'est-ce pas, de la limite de mandat que la constitution de 2010. Alors, je vous comprends, docteur Fayamil Mono. Alors, certains disent que voter pour cette constitution, c'est donc tuer politiquement la majeure partie donc, des cadres ou bien des politiciens guinéens, dans la mesure où ils ont tous la soixantaine, et donner 14 ans à Mamadi Doumbouya,
Il en a déjà fait 4, ça fait au moins 18 ans donc, de pouvoir, tout en sachant qu'en Afrique, l'on n'organise pas les élections donc pour les perdre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis que donner encore, voter pour cette constitution, c'est tuer pratiquement toute la classe politique guinéenne? Peut-être des gens qui pourront échapper, ce sont les docteurs Faya, peut-être qui auront au moins 60 et quelques ans au départ du colonel Mamadi Doumbia. Il est clair. On a l'impression, Jacques, c'est-à-dire que pour ceux qui ont bien observé l'espace politique guinéen, qui ont bien suivi Alpha Condé, permettez-moi de dire que ce que fait le CNRD n'est pas loin du plan que Alpha peut-être a concocté. Parce qu'Alpha a aussi dit de façon répétitive, quand il était au pouvoir, qu'il va tuer la classe politique. Eh bien, on en est là aujourd'hui. On en est là. C'est vrai qu'on a vu le théâtre de la cour. C'est-à-dire que le regard qu'on peut porter sur ce coup d'État, qui a pourtant coûté la vie à beaucoup, n'est-ce pas, de jeunes gens. Le regard qu'on a porté sur ce coup d'État il y a 4 ans, lorsqu'on voit ce qui est en train de se mettre en place, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est dans le plan de Alpha Condé. C'est gouverner autrement du professeur Alpha Condé. La classe politique, effectivement, est aujourd'hui la première victime de ce changement du 5 septembre 2021. Ça, c'est le gouverneur autrement d'Alpha. Merci, docteur Faya Milmono. Alors, revenons à notre point, ce n'est pas le sujet du jour, mais puisque vous en avez parlé ou bien j'en parle, je vais vous poser la question et puis avoir votre réponse. Vous avez annoncé que vous serez aussi candidat à l'élection présidentielle donc, du Bloc libéral lors donc, du congrès d'octobre. Pourquoi ce choix et que signifie-t-il pour l'avenir du parti? Est-ce que d'abord, vous pensez que les élections auront vraiment lieu en octobre, bien, en fin de cette année présidentielle? Tout ce que vous dites, il y a d'abord des signes qui précèdent, parce que ce que j'ai dit et qui est clair, ça, c'est pas négociable, la décision, elle est prise. Le BL, c'est un parti de la rupture. Nous avons fait un examen rigoureux de l'espace politique guinéen avant de décider d'offrir, n'est-ce pas, à l'espace politique guinéen une autre formation politique qui peut faire des choses autrement. Depuis, nous nous sommes inscrits dans la voie de la rupture. Lorsque je devais prendre la tête du BL, ceux qui étaient autour de moi, ils peuvent ne pas se le rappeler aujourd'hui, mais je leur ai dit, nous avons dénoncé le 3e mandat du général Lansana Conté. Si je dois diriger le Bloc libéral, ça sera pour 2 mandats, pas un 3e. On en est là aujourd'hui. Mon second mandat, ça finit en octobre. C'est pourquoi le congrès est projeté pour le mois d'octobre. La dernière semaine du mois d'octobre, donc, le Bloc libéral va se réunir pour son 3e congrès de l'histoire. Alors, pour permettre aux acteurs qui seraient tentés de penser briguer, n'est-ce pas, le poste de président du Bloc libéral, il fallait que maintenant là, ils le sachent. Mais j'ai fait un petit test. Le petit test, c'était de partager l'idée avec quelques collaborateurs les plus proches. Alors, sur 7 ou 8 avec qui j'ai partagé l'idée, il y avait à peine 2 personnes qui étaient enthousiastes à l'idée. Alors, j'ai dit, si je dois présenter cette décision-là dans les instances du parti et discuter et puis s'entendre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va me faire ressembler à Lansana Conté, parce que Lansana Conté, lorsqu'il a fini son second mandat, les gens qui étaient autour de lui, ils ont inventé ce qu'on a appelé le coudéisme. Le coudéisme. Ce n'était pas dans l'intérêt de Lansana Conté, qui était déjà malade. On voyait ça à travers le petit écran. Quand Lansana Conté sortait à la télé, on avait pitié. Il était malade.
Donc, il ne pouvait pas, on pourrait dire qu'il ne pouvait pas être celui qui avait voulu avoir un troisième mandat. C'est l'entourage pour continuer, n'est-ce pas, à piller le pays qui ont inventé le coudéisme. J'ai dit donc, avec Faya Milimono, il n'y aura pas de coudéisme. Donc, au lieu de faire des consultations, je vais aller public pour dire je ne serai pas candidat aux prochaines élections pour diriger le Bloc libéral. Mais j'ai précisé aussi que le fait que je ne sois pas prêt à faire un troisième mandat à la tête du Bloc libéral ne veut pas dire que Faya Milimono renonce à ses ambitions présidentielles. Vous comprenez? Je l'ai dit dans la communication que j'ai faite, et ça fait un peu comme un tsunami au sein du parti. Je suis en train maintenant là de s'expliquer avec les membres du parti, et de plus en plus, les gens sont en train de comprendre. Quand je leur ai montré les premières communications que nous avons faites, je me rappelle la toute première communication que le Bloc libéral avait faite, Jacques, vous aviez retransmis ça en direct. Nous étions à la maison de la presse. Ce n'était pas encore le Bloc libéral. C'est Faya Milimono qui rencontrait la presse de façon spéciale. Oui, mais docteur, le discours que j'ai tenu ce jour, docteur Faya, le discours que j'ai tenu ce jour, il est encore là. Oui, oui, mais je l'ai dit, docteur Faya, est-ce que réellement Pardon? est-ce que réellement le Bloc libéral peut-il survivre et se renforcer sans docteur Faya Milimono à sa tête? Et ensuite, pour aborder dans le même sens que vous, quelle relève préparez-vous alors? Si vous en tenez à votre projet. Jacques, je vais vous dire, le Bloc libéral va fonctionner très bien. C'est parce que j'y crois. Écoutez, quand on a été leader d'un parti politique, qu'on a dirigé pendant 2 mandats, si on ne peut pas trouver autour de soi des gens qui sont prêts à assumer, n'est-ce pas, les fonctions de premier responsable de ce parti, c'est un échec. Sans compter aussi que le fait que je ne sois plus président du Bloc libéral ne veut pas dire que je démissionne du parti. Ça ne veut pas dire que je n'assumerai plus jamais une responsabilité au sein du parti. Ça ne veut pas dire que je vais pousser celui qui sera élu à l'issue du prochain congrès dans l'eau et le laisser se noyer. Le BL, c'est 15 ans de ma vie. C'est vrai que le BL a été légalisé le 11 février 2013, mais c'est quand même 12 ans de ma vie. Je ne peux pas accepter de jeter à l'eau ces 12 ans de ma vie. Donc, il y a des gens au sein du parti qui ont une compétence suffisamment grande. N'oubliez pas, Jacques, que avant même que nous n'en soyons là aujourd'hui, le BL a déjà produit des leaders. Mais que feriez-vous si les militants et cadres refusent de vous laisser partir et de vous contraindre, certainement, chercher à vous contraindre à faire un troisième mandat? Je vais leur dire que je vais leur dire de me pardonner de ne pas ressembler à Coron. Je vais leur dire de me pardonner de ne pas ressembler, parce que je ne peux pas dire honnêtement au peuple de Guinée, Jacques, je ne peux pas dire au peuple de Guinée que si vous me faites confiance, je deviens président de la République de ce pays, que je ne vais pas manipuler votre constitution pour m'éterniser au pouvoir. Comment je peux convaincre les Guinéens que je serai capable de le faire? Lorsque le parti que j'ai contribué à fonder, on a renouvelé, hein, ce n'est pas exactement 2 mandats seulement que j'ai fait à la tête du Bloc libéral. L'organe provisoire du Bloc libéral, lorsqu'on a obtenu la légalisation le 11 février 2013, il y a eu un organe provisoire qui est resté du 11 février 2013 à juin-juillet 2015. Ça, c'était, n'est-ce pas, une période transitoire.
Après, j'ai eu un mandat plein en 2015 et un mandat plein en 2020. Et si je dois encore vouloir un autre mandat, ça serait ressembler à Alpha Condé. Et ça ne serait pas juste, vous comprenez, Jacques, parce que je l'ai critiqué pour avoir été à la recherche du second mandat. Quoi que j'avais dit aux Guinéens, ne croyez pas trop à un leader politique qui va vous dire qu'il ne va jamais toucher à une constitution. Lorsque lui-même est à la tête de son parti, il a déjà fait 35 ans. Hmm. Bon, donc quand vous direz que Dr. Vous Faye, comprenez? oui, Et il y a des partis en Guinée qui n'ont eu de président que... je dirais que quand vous direz que Dr. Faye, il est beaucoup idéaliste, hein. Oui, Il y a aussi donc la pratique, voilà. Vous êtes beaucoup idéaliste dans la situation où vous savez, le bloc libéral n'est pas encore arrivé au summum de sa capacité, hein. Donc, laisser Dr. Payamine Mono en partant maintenant, c'est comme abandonner le navire du bloc libéral. Un autre mandat, peut-être le tout dernier, ne sera pas quand même une mauvaise chose puisque le bloc libéral n'est pas encore arrivé. donc je sais que le bloc libéral n'est pas encore arrivé au pouvoir, mais le bloc libéral peut arriver au pouvoir, même avec Faya Milimono, Mhm. sans que Faya Milimono ne soit nécessairement le président du bloc libéral. Parce que l'investiture du candidat au bloc libéral est indépendante du fait d'être président ou pas du bloc libéral. C'est-à-dire que si il y a des compétitions présidentielles et que je dise, par exemple, même si je ne suis pas le président, mais je considère que j'ai une vision, j'ai un potentiel pour défendre les couleurs plus efficacement et amener mon parti, n'est-ce pas, au pouvoir. Regardez un peu, vous êtes aux États-Unis, Jacques. C'est vrai que quand on évoque les États-Unis, on va dire que vous êtes trop idéaliste. Mais là-bas, le chairman du Parti démocrate, ce n'est pas lui nécessairement le candidat du bloc libéral, et comment on appelle ça, du Parti démocrate, encore moins du côté républicain. Il faut, parce que, regardez, un petit pays comme la Guinée, nous avons près de 300 partis politiques. Parce qu'il y a au moins 150 partis politiques qui attendent d'être légalisés. Mhm. Pourquoi on va à tout ça? Vous êtes dans un parti, il y a quelqu'un qui est président, vous êtes convaincu qu'il ne quittera jamais jusqu'à sa mort. Eh bien, si vous voulez vous présenter à votre peuple pour dire il y a aussi une autre alternative, vous êtes obligé de créer un autre parti. Voilà ce qui nous amène à cette multiplicité de partis politiques. Je crois que si dans les partis, il y avait encore plus de démocratie, plus d'alternance, nous ne serions pas arrivés à cette situation de pléthore de partis politiques qui ne sont pas, à mon avis, un critère d'efficacité. D'accord. Donc, c'est vrai, on va me dire que c'est trop idéaliste, je suis d'accord, mais il faut que quelqu'un commence. Et je ne crois que sur l'échiquier politique guinéen, je peux ne pas être le premier à l'avoir fait. D'accord. Merci, docteur Fayamine Mono. Je crois qu'on aura la possibilité de revenir par rapport à ce congrès en octobre. Là, nous allons nous focaliser rapidement encore sur ce référendum, disons dans quelques 10 jours, je crois 10 jours, ou bien 2 semaines, docteur Fayamine Mono. Alors, quel est réellement donc le message souhaitez-vous donc adresser donc à la jeunesse guinéenne, souvent désillusionnée par la politique, en leur faisant comprendre que voter pour oui pour ce référendum, ça sera pratiquement un peu tuer donc la démocratie donc en Guinée. Alors, je vais vous laisser donner au moins peut-être 5 minutes, vous adresser à vos compatriotes et leur expliquer pourquoi ils doivent voter non à ce référendum. Merci encore, Jacques. Je dois d'abord commencer par préciser que depuis la sortie du bloc libéral, ça a donné beaucoup de courage à beaucoup de Guinéens de sortir publiquement pour dire nous sommes contre. Ça s'est fait à l'extérieur. Là-bas, on dit il n'y a pas tellement y a pas tellement de risques. Mais vous avez suivi la jeunesse de Macenta, par exemple. Hein? En image, dire nous sommes contre le projet, n'est-ce pas, de nouvelle constitution. Et de plus en plus, sur le territoire
territoire national, il y a des organisations de jeunes, de femmes, qui viennent ouvertement le dire. Si vous voyez qu'on est en train de caporaliser actuellement les médias, on est en train de suspendre les médias, on est en train de terroriser les médias, c'est parce qu'on ne veut pas que cette chanson que le Bloc libéral a entonnée couvre l'ensemble du territoire national. Et on peut se féliciter, en tout cas du côté du Bloc libéral, que les gens aient pu comprendre qu'il y a beaucoup de dangers dans ce projet. Je vais donc dire au peuple de Guinée, faites très attention, je suis un homme très patriote, je suis attaché à ce pays. Si je vois que quelque chose est bon pour le peuple de Guinée, en âme et conscience, je ne peux pas me prendre la parole en sachant que c'est bon pour le peuple de Guinée pour dire aux populations guinéennes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ma nature. Mais je m'en voudrais aussi que je sache que ce que j'ai vu, j'ai eu l'occasion de feuilleter, n'est-ce pas, ce projet de constitution, du premier article au dernier. Je trouve que c'est un danger pour la République et que je me taise là-dessus. Je ne pourrai jamais me le pardonner. C'est pourquoi j'ai pris la parole avec le parti, avec tous nos alliés, pour dire aux Guinéens, attention, ce que nous risquons de vivre, nous l'avons déjà vécu dans l'histoire de notre pays. Revenez aux années 50, aux années 60, 70, jusqu'aux années 80, jusqu'au moment où M. Sékou Touré a rendu l'âme. Rappelons-nous les derniers moments de Lansana Conté. On oublie très vite que c'est des centaines de jeunes qui ont perdu la vie dans les années 2000. Rappelez-vous de l'année 2007 seulement, les 2 et 3 février 2007. C'est des centaines de jeunes à la fleur de l'âge qui ont été tués cruellement. Nous savons ce qui s'est passé durant les années du procès Alpha Condé. Et même sous le CNRD, nous avons déjà vécu sous ce CNRD la disparition, n'est-ce pas, de Fonike Mangué, de Bill Loba. On se pose la question, chacun est en train de prier intérieurement que quelque chose, que le pire ne leur arrive pas. Marwan Kamara, Nimagan, nous prions pour que un jour, nous ayons l'occasion de les revoir. Il y a d'autres qu'on ne reverra plus jamais. Ce pays-là a déjà suffisamment payé. C'est pourquoi tous les pas que nous devons prendre maintenant, nous devons faire très attention. C'est pour cette raison, je rappelle à l'ensemble des Guinéens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, que nous sommes en train de nous avancer vers quelque chose d'extrêmement important, qui va déterminer, n'est-ce pas, les règles du jeu de notre vivre ensemble pendant les prochaines années. Si nous faisons le mauvais choix, eh bien, nous risquons de le regretter très amèrement. C'est pour cette raison, jusque-là, le Bloc libéral, avec ses alliés, n'est-ce pas, a demandé aux Guinéens de voter non. Si le terrorisme qui a commencé sur les médias, nous n'allons pas quand même être les tombeurs du reste des médias guinéens. Aujourd'hui, si vous recevez l'appel de Faya Milimono, vous tremblez si vous êtes un média. Parce que, ou vous refusez de prendre, comme je le constate d'ailleurs depuis 48 heures, tous les médias ne veulent plus prendre mon appel. Et donc, ça va amener le parti à y réfléchir et à prendre une décision. Il se peut que, d'ici la fin de cette campagne, on dise clairement aux Guinéens que ce n'est même plus la peine. Voilà ce que je pouvais vous dire, Jacques, et j'espère qu'en 1958, les Guinéens ont la maturité nécessaire de comprendre ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Merci beaucoup, Dr. Faya Milimono. Avant de vous laisser partir de la toute dernière question, est-ce que vous avez déjà une idée comment ce référendum va se passer? Une idée réellement du chronogramme?
En tout cas, les signaux sont très mauvais. C'est-à-dire que déjà, Guinée 360 qui vient après peut-être négociation d'avoir la levée de suspension. Guinée Matin qui est en train de négocier laborieusement. Quand tous ces médias vont se taire, il y aura un blackout. La seule conclusion que les Guinéens vont tirer, c'est que si on fait le blackout, c'est qu'on est en train de cacher quelque chose qui aurait été compris si seulement si on avait permis aux médias de donner la parole aux acteurs qui comptent. Parce que je suis certain, d'ici le 21 septembre, si on ne fait pas attention, même Internet sera brouillé complètement. Rappelez-vous, avant qu'on ne déclare la dissolution des médias comme Espace, comme Dioma, comme Film FM, on a commencé par le brouillage d'abord. Il y a eu des moments en Guinée ici, même au temps de Alpha Condé, on ne pouvait même pas utiliser correctement Internet. Tout cela doit dire aux Guinéens qu'il y a quelque chose qui est en train d'être caché. Quelque chose est en train d'être caché. S'il n'y avait rien à cacher, ben on permettrait à tous les acteurs, surtout que le Bloc libéral n'est pas un parti qui insulte les Guinéens. Non, non, non. Nous ne sommes pas des insultologues. Nous n'appelons pas à la violence. Non. Alors, la seule arme que nous avons, c'est notre parole, c'est notre bic et c'est le papier sur lequel nous écrivons ce que nous pensons. Donc, mais vous savez, la vérité, elle est plus forte que une arme la plus sophistiquée. C'est pourquoi on a peur de ça. C'est pourquoi on nous refuse aujourd'hui de nous exprimer, parce que quiconque tente, eh bien, le lendemain, tu risques d'être au chômage avec tout ton personnel. Voilà ce qui pourrait se passer. Les Guinéens pourraient bien se retrouver dans le noir total, c'est-à-dire la Guinée fermée. Ça sera surréaliste. Est-ce qu'on peut parler Parce que nous sommes quand même... d'autocratie? On peut parler d'autocratie actuellement en Guinée? Une autocratie? Mais c'est clair, Jacques. C'est clair. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est pas différent de ce qu'on a vécu. Nous étions encore très petits. Hein, mais c'est pas différent de ce qu'on avait vécu sous le premier régime. C'est pas différent. D'accord. C'est pas différent. Sous le premier régime, on disait en Guinée que les murs ont des oreilles. Aujourd'hui, à Conakry, quand vous parlez politique, les gens vous quittent un à un parce que chacun a peur. Ça, c'est le mot qui caractérise le mieux l'ensemble des Guinéens aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Fayam Ilmono. Je comprends pourquoi ces derniers temps, il est beaucoup à Abidjan. Voilà. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Dr. Fayam Ilmono. Voilà.